Bonjour tout le monde. Euh, Merci de votre présence à ce webinaire sur le PRSE. Euh, on va commencer tout de suite par un mot d'accueil des copilotes du PRSE. Madame Alexandre, on vous écoute pour le conseil régional. Merci, bonjour à toutes et tous. Vous dire que nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire qui est dédié à la restitution des ateliers de la conférence annuelle Santé-Environnement qui s'était tenue le mardi 29 avril dernier à Saint-Brieuc. Donc, ces ateliers d'orientation s'inscrivent dans la nouvelle gouvernance du PRSE 4 que nous avons souhaité plus participative. Et l'objectif, c'est de permettre à la communauté Santé-Environnement Bretagne, dans sa diversité, aussi bien les collectivités locales et élus, chercheurs et chercheuses, professionnels de santé, associations dont vous faites partie, de contribuer à la mise en œuvre du PRSE 4 en orientant les thématiques travaillées par les copilotes. Et l'objectif, c'est de nous permettre de recenser vos priorités, les idées d'action, parce que votre expertise et les retours d'expérience sont précieux pour enrichir cette réflexion qui doit être la plus collective possible. Alors, pour ce webinaire, nous avons synthétisé l'ensemble des échanges afin de vous présenter la restitution la plus fidèle et la plus structurée possible, mais tout en respectant le format de 2 heures. Cependant, on reste bien sûr à votre disposition pour approfondir certains sujets et répondre à vos questions à l'issue de cette rencontre si nous n'avons pas pu le faire aujourd'hui. Donc, merci infiniment de votre participation et bon webinaire. Merci, Madame Leformal, pour l'ARS. Oui, je vais être très rapide. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi également de tester, on va dire, ce nouvel exercice avec vous tous ce matin. Vous aviez été nombreux à contribuer aux ateliers d'orientation. C'est vrai qu'on a fait le choix de faire une analyse un petit peu à froid de l'ensemble de vos propositions pour essayer de vous les restituer de façon dynamique. Alors, on teste l'exercice, hein. Vous verrez voilà, il y a beaucoup de choses très intéressantes, parfois des choses assez, euh, comment dire, des choses assez générales, d'intention, qui sont aussi des points de vigilance auxquels vous avez que vous avez tenu à souligner. Mais effectivement, on a aussi identifié des pistes pour l'avenir, des thématiques à approfondir, et on va être ravis, on est ravis de pouvoir partager tout ça avec vous ce matin. Mathieu Combeau pour la préfecture de région. Oui, merci beaucoup Christophe. Bonjour à toutes et tous. Je vous prie d'abord d'excuser l'absence de l'adjoint Osgar Ludovic Magnier. Un rapide mot pour vous dire que, comme vous le constatez, les préoccupations de santé environnementale sont de plus en plus présentes dans les préoccupations collectives. Et du coup, ces ateliers à la conférence annuelle étaient vraiment importants pour avoir ce travail collaboratif concernant les orientations du PRSE pour les mois à venir. C'était également important d'avoir des échanges sur les priorités transversales du PRSE, sur lesquelles on reviendra au cours de ce webinaire. Et du coup, maintenant, l'enjeu, c'est de tirer les enseignements de ces ateliers pour avancer. Et c'est bien le but d'aujourd'hui. Merci. Donc, je vais partager mon écran puisqu'on a un diaporama comme support de cette réunion. Donc, je passe la parole à Anne Serre de l'ARS pour le début du webinaire. Alors, bonjour à tous. Un rapide mot pour vous dire comment va se dérouler le webinaire de ce matin en 2 heures. Donc, comme vous avez dû déjà le voir, en tout cas, ce temps de présentation et d'échange est enregistré pour permettre à ceux qui n'ont pas pu être avec nous de le voir en replay. Donc, il va se dérouler en 3 parties. Rapidement, l'introduction, c'est ce que je suis en train de vous faire pour rappeler un peu le cadre des travaux, des ateliers et comment il faut lire un peu les rendus aussi qui vont vous être présentés. Donc, ces rendus, ça se fera par les 12 priorités, à une par une diapo par priorité. Donc, ils sont issus des propositions d'action remontées par les participants. Pour vous dire aussi qu'on n'a pas eu de retour. Il y avait la possibilité soit pour ceux qui étaient présents, soit pour ceux qui n'étaient pas à ces ateliers, de s'exprimer aussi sur
ce qu'ils souhaiteraient voir peut-être plus développé à court ou moyen terme dans le PRSE. Nous n'avons pas, via la messagerie, via mail, on n'a pas eu de retour. Donc, c'est vraiment les retours des travaux des ateliers. Et puis, le dernier temps, ce sera rapidement les suites que l'on va donner à ces travaux et les perspectives sur 2025-2026. Donc, pour ceux, je n'ai pas fait attention si tous ceux qui sont présents aujourd'hui étaient, et puis importe, on va dire, étaient présents à ces ateliers du 29 avril dernier. Donc, rapidement, il y avait 6 groupes, 6 ateliers d'1h30 qui devaient travailler sur 2 priorités du PRSE 4, une ambition transversale. On les a ramenés, on les a rappelés donc, dans la diapo qui vous est présentée. Donc, les objectifs de cet atelier, c'était d'identifier un peu les axes, les grands axes ou les actions plus précises qui semblaient importants aux participants d'initier ou de renforcer à moyen long terme dans le cadre du PRSE 4 pour chaque priorité. Par sous-groupe. Et puis après, il y a eu un temps d'identification. Chacun devait, avec des gommettes, identifier les actions qui leur semblaient prioritaires. Ce qu'on a appelé les votes, on verra, on les a exprimés avec des plus dans les diapos pour essayer de faire ressortir quand même ce qui semblait important au groupe. Les restitutions, donc on a demandé aux animateurs de ces ateliers de restituer les travaux sous forme de diapositives, parce qu'on était parti sur des tableaux avec des post-it, donc un format diapositive, ce format, on va dire, exhaustif sera disponible sur le site du PRSE. Là, c'est vraiment la synthèse qui vous sera présentée aujourd'hui avec une diapo, en faisant un focus sur les actions d'intérêt et déjà aussi ce qu'on en retire en termes d'actions 2025-2026. Alors, les limites, il faut avoir en tête que, évidemment, on est tous humains, donc on avait des consignes, les animateurs d'ateliers, pour faire à peu près la même manière. Bon, ça n'a pas toujours été fait de la même manière sur le périmètre de discussion. Est-ce que ça incluait ou pas les actions déjà réalisées ou prévues? Certains les ont inclus, d'autres ont laissé le champ de discussion plus libre, ainsi que les votes. Mais bon, peu importe, ça donne des grandes tendances qui sont intéressantes à vous présenter. Enfin, sur le troisième temps qui était aussi prévu dans chaque atelier de travailler sur une ambition transversale, changement climatique, inégalité sociale de santé ou One Health. Donc, il y a eu une restitution à chaud à la fin des ateliers le 29 avril sur ces 3 ambitions transversales. On vous donnera un petit récapitulatif rapidement aussi dans le webinaire. Mais comment dire ça, ce sont des ambitions transversales, justement. Donc, elles vont devoir irriguer l'ensemble des actions aussi de chaque priorité, pareil. Voilà. Quand j'en ai fini, voilà, on va pouvoir démarrer. Oui, priorité par priorité. Je voudrais rappeler deux points de logistique. Premier point, le webinaire est enregistré, ce qui permettra de le mettre sur le site du PRSE. Pour ceux qui étaient absents. Et le deuxième point, c'est que vous avez vu à l'écran que on prendra vos questions par message et on fera à la fin de chaque axe, on fera un débriefing de tous les messages qu'on aura reçus au niveau des questions et puis on essaiera d'y répondre. Donc, on va attaquer dès maintenant sur la priorité 1 et je laisse la parole à Iman Benaïch du Conseil régional. Oui, bonjour à toutes et à tous. Et en effet, comme l'a indiqué Anne-Serre, on ne va pas vous présenter l'ensemble des contributions qui ont été faites lors des ateliers pour pas que ce soit trop chronophage et trop long, mais on va cibler donc les actions qui ont été priorisées par les membres des ateliers. Et donc, concernant la priorité 1, One Health, il y a eu 3 types d'actions qui ont été proposées. Un premier type d'action qui concerne l'approche nature et santé, et donc l'intégration de la nature dans le quotidien des Bretons et des Bretonnes via l'aménagement du territoire, avec notamment une approche bâti et santé, donc intégration d'espaces naturels dans le bâti, et une approche aussi nature et bâti et nature, pardon, et nature et milieu scolaire. Il y a eu un second type d'action qui concernait plutôt la sensibilisation et la formation de différents publics
On retrouve notamment donc, le grand public donc sur le sujet du One Health, mais également les professionnels de santé, les élus, les agents territoriaux et aussi des agents de l'éducation nationale donc, sur le sujet. Et un troisième type d'action là qui concernait plutôt des actions d'interconnaissance entre professionnels qui seront issus de divers champs professionnels, donc par exemple des médecins, des vétérinaires, des écologues, pour faciliter les liens entre ces disciplines et donc les actions One Health. Les perspectives 2025, donc ce qui est prévu, c'est le recrutement d'un chargé de mission One Health en 2025 avec la mise en place d'un groupe de travail régional qui serait pluridisciplinaire et partenarial et donc qui pourrait être l'occasion de travailler les différents chantiers que vous avez proposés lors des groupes de travail de la conférence annuelle santé-environnement, en tout cas ceux qui concernent le One Health. Et concernant les perspectives 2026, il est prévu donc d'élargir la sensibilisation à l'approche One Health, notamment auprès d'enfants, de jeunes, donc d'élus, de professionnels de santé, de grand public, pour démocratiser cette approche dont on entend de plus en plus parler, mais qui ne fait pas sens naturellement aujourd'hui. Voilà pour cette priorité. Priorité 2, Frédéric D'Alençon pour l'Adréal. Oui, donc pour l'atelier relatif à la priorité 2 sur la préservation de la ressource en eau, donc là aussi, ça a été riche en propositions, puisque on a tout un tas de propositions qui sont formulées sur la présente diapositive. Donc la première grande proposition, c'est de favoriser l'infiltration donc des eaux pluviales et bien évidemment tout ce qui va avec cette infiltration. La deuxième proposition importante qui a adopté la majorité des votes, c'est la résorption des fuites de réseau. Et d'ailleurs, donc c'est des travaux qui sont de longue haleine et qui ont été commencés depuis fort longtemps par les gestionnaires. Et enfin, donc toutes les autres actions donc visent à l'information et à la sensibilisation de ces sujets autour donc de la protection des ressources en eau, que ce soit donc en termes de quantité qu'en termes de qualité. D'ailleurs, donc pour les perspectives donc de 2025, la première grande perspective, donc, c'est d'intégrer donc la recherche des PFAS au contrôle sanitaire de l'eau destinée à la consommation humaine, donc, et bien évidemment qui s'intègre dans ce plan d'action interministériel qui a déjà débuté en 2023 avec les campagnes de mesure et de surveillance des rejets industriels. Il y a également donc la poursuite de l'accompagnement des producteurs donc de réseaux et de distribution d'eau, avec bien évidemment la mise en œuvre donc des plans de gestion sanitaire. Donc ça, c'est corrélé bien évidemment avec la qualité des eaux donc destinées à la consommation. Et il y a également la prise de conscience donc de la limite et de la fragilité de la ressource en eau, d'où toutes ces propositions donc d'information et de sensibilisation autour de l'eau. Et enfin, donc il y a un déploiement d'un appel à projet sur une expérimentation des territoires zéro phyto. On passe à la priorité 3, toujours Frédéric. Donc pour cette priorité 3, là aussi, donc les travaux ont émergé, donc beaucoup de propositions ont été recensées au travers de cette slide. Donc on distingue donc trois types de propositions. D'une part, la diminution des particules fines émises par les chantiers urbains, ce qui a d'ailleurs entraîné donc un certain nombre de perspectives donc en 2025 et notamment des stages en cours à l'Adréal sur les pollutions des chantiers. Et deuxièmement, donc la diminution des poussières primaires issues des activités agricoles. Là aussi, donc, on avait pas mal de propositions sur la réalisation d'un diagnostic empirique de contribution des pratiques agricoles, mais aussi sur l'évaluation du potentiel de gain environnemental pour une meilleure adéquation des moyens et des tâches. Là aussi, donc, on peut corréler ça à cette perspective 2025 qui consiste donc à répliquer un programme de travail qui avait été déjà initié en 2024 dans le Finistère et de le répliquer donc sur l'agglomération donc de Rennes, avec bien évidemment le concours de Daba. Et enfin, donc, troisième
grand type de proposition, c'est la réduction des pratiques donc, de l'écobuage, avec bien évidemment des actions de promotion visant à substituer ces pratiques d'écobuage à d'autres pratiques beaucoup plus vertueuses. Alors pour les perspectives 2025, donc je les ai indiquées au travers de ma présentation, sachant qu'on a des sujets à caractériser pour la situation régionale, les données de santé publique et des changements attendus, voire des pistes d'action concrètes pour justement traiter de ces qualités de l'air extérieur. En 2026, donc les perspectives, donc c'est finaliser donc une retranscription du Code de l'environnement au travers donc de décrets d'application et de dispositifs législatifs, sachant qu'il y a un risque de contentieux assez fort sur les particules fines que sont les PM2,5. On va peut-être passer à la priorité 4. Oui, priorité 4, donc je vais vous présenter les éléments donc, sur la priorité 4 qui concerne la sensibilisation à l'impact des pesticides sur la santé humaine et la santé des écosystèmes. Donc, comme indiqué dans cette priorité du PRSE, on est beaucoup sur la sensibilisation au niveau de la thématique des pesticides. Donc, c'est ce qui est bien ressorti de l'atelier où on a des sujets de communication qui sont beaucoup revenus. Donc, une communication vers le grand public sur les pesticides, les différents types, les substances, les usages, les effets, les risques sanitaires, où trouver l'information. Donc, vraiment un point pour le grand public sur le sujet des pesticides. Communication aussi par rapport aux substances actives qu'on peut retrouver dans l'eau distribuée, et une partie information des professionnels. Donc, information des professionnels de santé, là, c'est au niveau des patients qui le reçoivent, mais également information de professionnels qui sont soumis aux expositions de pesticides, mais hors agriculture, donc comme les fleuristes, les gens du bâtiment, etc. Donc, les perspectives sur 2025, donc on a un sujet qui est en parallèle du PRSE, mais qui bien sûr concerne directement, c'est le travail sur la nouvelle stratégie régionale Ecophyto. Donc ça c'est pour 2025. La promotion de l'outil Pestibase dont vous avez eu la présentation à la conférence annuelle santé-environnement, outil développé par l'OEB en partenariat notamment avec l'ARS, l'ADREAL et la DRAF. Également la promotion du dispositif Phytoréponse dont vous avez eu également la présentation à la conférence annuelle santé-environnement. Donc là, c'est une promotion du dispositif vers les élus qui doit être menée cette année. Et puis, enfin, le financement de nouvelles analyses de pesticides dans l'air pour augmenter le nombre de molécules surveillées par Airbraz. Je continue sur la priorité 5 qui est sur le sujet des espèces à enjeu de santé humaine, qu'elles soient animales ou végétales. Donc sur les espèces à enjeu de santé, pas mal d'éléments sont revenus au niveau des votes sur la formation et la sensibilisation des publics à ces espèces, qu'elles soient végétales ou animales. Donc notamment les éducateurs à l'environnement, les fédérations de randonnée, les professionnels de l'horticulture, les lycées agricoles. Donc ça, c'est le sujet qui a reçu le plus de votes lors de l'atelier. On a eu également pas mal de votes sur renforcer la veille concernant les nouvelles espèces envahissantes, puisque malheureusement, on en découvre toujours. Et puis également l'utilisation d'applications de type smartphone pour mobiliser le public à la surveillance de ces espèces. Donc ça, c'est pour la partie espèces à enjeu de santé humaine. Pour la partie zoonose, la proposition était de travailler avec les fédérations de chasseurs pour la gestion, notamment au niveau de la faune sauvage, mais a aussi été abordée sans qu'il y ait eu de vote spécifique, mais qui ont été quand même mis en avant, la maladie de Lyme, le moustique tigre et la vaccination, comme on en avait parlé également lors de la conférence annuelle santé-environnement, vaccination des éleveurs et des animaux. Les perspectives pour cette année, donc on a un travail de formation des éducateurs à l'environnement aux espèces à enjeu de santé humaine, donc via un partenaire du PRSE, le REB. Ensuite, un travail avec la Fredon, un autre partenaire régulier du PRSE, donc sur les nouvelles espèces à enjeu de santé humaine. Et puis, conforter le comité de grippe zoonotique, dont vous avez eu la présentation également à la conférence annuelle santé-environnement. On va passer à la priorité 6, et c'est Frédéric qui reprend la main.
Oui, alors pour cet atelier, donc émargent trois principales types de propositions. Donc la première étant donc relatif à la réduction des impacts sur l'assainissement des eaux usées, avec donc une proposition donc d'accélérer la mise en conformité donc des assainissements non collectifs et tendre bien évidemment vers une séparation systématique des réseaux d'eau usée d'eau pluviale. Deuxième type de proposition, c'est l'amélioration donc de la prise en compte des problématiques mer littorales dans les documents d'urbanisme. Donc là, on a cité le SCOT, on n'avait plus les règlements des plans locaux d'urbanistes, mais il y en a bien évidemment d'autres à citer. Et puis la troisième proposition forte, c'était donc de développer donc des actions éducatives et informatives avec des bonnes pratiques de gestion des zones noires et de carénage, donc notamment dans les ports bretons, avec donc un renfort de l'information sur la pêche à pied récréative notamment. Mais aussi, donc, on a eu quelques autres propositions qui ont émergé, donc qui portaient principalement sur les microplastiques, on en parle dans l'actualité, la santé mentale liée au recul du trait de côte. Pour les perspectives donc, de cette année, donc des actions sont recensées, mais non gérées directement dans le cadre du plan régional. Donc, on en a pris en compte pour les compétences donc, des collectivités et de services de l'État. Et puis, au niveau des perspectives, il y a la pièce à pied récréative où une action de communication régionale centrée sur les offices de tourisme a déjà été donc initiée et se poursuit donc tout au long de l'année. Pour les perspectives 2026, donc, il y a une évolution fonctionnelle et visuelle du site internet régional sur la pêche à pied récréative. On va passer aux Terminer questions le. maintenant par Ouais, rapport à cet axe 1. voilà, on attend. Il y a eu quelques questions par message, enfin quelques remarques plutôt. Donc il y a Audrey Martin qui indique qu'un groupe de travail One Health existe dans le cadre des villes santé. Donc ça concerne la priorité One Health, j'imagine. Est-ce que la personne Audrey Martin souhaite intervenir? Oui, du coup, vous m'entendez? Oui. Ouais. Du coup, si ça vous intéresse, je peux vous mettre en relation avec le réseau français des villes santé. Il faut savoir qu'il y a plusieurs travaux, en fait, la thématique Pones, effectivement, est peut-être émergente pour certaines personnes, mais elle n'est pas récente. Et le réseau français, en fait, s'y est intéressé. Puis à la base, c'était surtout des villes santé qui se sont intéressées. D'ailleurs, en fait, il y a un réseau en fait européen. En fait, c'est créé avec comme ville française de mémoire, donc c'est Lyon et Strasbourg notamment, avec il me semble Marseille, du coup pour travailler en fait sur ces questions. Donc il y a déjà en fait des choses, je pense, un petit peu enclenchées sur la base de ce réseau français européen. Donc les villes en fait commencent à se raccrocher. Donc il y a un groupe de travail des villes santé sur ces questions. Merci beaucoup. Oui. Oui. La deuxième question porte sur la gestion des eaux pluviales. Attends, Frédéric, je crois que Madame Le Formal voulait rebondir sur Oui, le réseau One Health. j'attendais Ouais. qu'on me donne la parole. Non, oui, effectivement, c'est pour rebondir sur la proposition d'Audrey Martin. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui est pas, voilà, qui est pas nouveau de cette année, mais je pense qu'on a besoin, alors en s'appuyant, bien entendu, sur déjà les travaux déjà engagés, les réflexions déjà menées, mais on a besoin de construire, je pense, en Bretagne, notre doctrine. On a cet enjeu quand même d'acculturation et de partager, d'avoir en commun un socle de connaissances et une culture commune sur le sujet. Et du coup, effectivement, il va falloir qu'on construise cette dynamique collective. Alors déjà commencer par les villes membres du réseau, mais il va falloir qu'on le fasse à l'échelle des partenaires du PRSE, et puis sans doute qu'on identifie aussi quelques thèmes prioritaires
sur lesquels on souhaite particulièrement travailler. Alors, on s'y essaye déjà dans le cadre du comité de grippe zoonotique. Et puis, il y a peut-être d'autres thèmes, hein, et les membres du groupe avaient effectivement identifié d'autres thèmes qui pourraient être des points d'accroche pour roder et construire ensuite notre doctrine une fois qu'on aura le socle commun de connaissances. Alors, il y a des outils, il y a des formations, enfin, voilà, faudra qu'on réfléchisse à tout ça en groupe de travail. Mais bien entendu, en prenant appui sur ceux qui ont déjà travaillé sur le sujet, et d'où l'enjeu d'avoir aussi un peu d'ingénierie en soutien pour porter ces travaux. Voilà, c'était pour compléter. D'accord. Juste pour terminer, en fait, je pense qu'il y a un lien fort à faire avec l'Institut One Health. Et je pense que le point de départ, si vous parlez d'acculturation, c'est la fresque One Health, en fait, qui est disponible et qui a été développée par cet institut. Oui, effectivement, et la fresque One Health avait été déployée à la précédente journée PRSE qui avait eu lieu à Lorient l'après-midi, avait été consacrée justement à des ateliers autour de la fresque One Health. Donc, c'était une première entrée dans le sujet avec la communauté santé-environnement. Oui, je pense que il y a une question sur l'Institut One Health. Je pense que c'est l'Institut One Health qui s'est construit à partir de 3 grandes écoles, dont le HESP. Il y a le HESP, il y a l'école vétérinaire de Lyon. Je ne sais plus quelle est la troisième. C'est pas l'Institut Agro, j'ai un doute, mais en tout cas, il y a un collectif de 3 écoles. C'est l'Agro, hein, c'est ça. Je me permets, Voilà. c'est Anne de l'EHESP, Anne-Brélegal. Effectivement, voilà. je comprends, la troisième école, c'est bien l'Institut Agro. Donc, il y a un institut, puis il y a d'autres organismes aussi autour du One Health, voilà, en plus de l'Institut. Mais effectivement, il y a possibilité aussi d'échanger avec eux pour avoir un retour d'expérience et participer à la construction de cette doctrine spécifique à la Bretagne, enfin, pour partenaire du PRSE. Voilà. On a déjà les liens avec eux, mais le point d'entrée pour aller un peu plus loin, c'est l'ingénierie, l'ingénierie d'appui. C'est ce qu'on est en train d'enclencher. Merci. J'ai mis excusez-moi, j'ai mis sur la conversation le lien vers l'Institut pour ceux que ça intéresse. Merci. On a sur One Health, on a une remarque de Marie Lecause de l'URCPIE. Marie Lecause, si vous voulez peut-être préciser votre message. Oui, bonjour. C'était juste pour dire que dans le cadre du programme Symbiote, donc qui est entre autres soutenu par l'ARS, la région et le FEDER, on a des actions, on a un axe en fait sur l'accompagnement du déploiement de One Health sur les territoires. Donc voilà, notamment la sensibilisation des collectivités sur ce sujet-là. Donc ça pourra contribuer en fait aux actions qui ont été priorisées pour 2025-2026. Merci Madame Lecause. On avait une remarque aussi de Marie Lecause de l'URCPIE qui nous disait qu'il existait un réseau des acteurs de la gestion des eaux pluviales. Voilà, c'est la P2 cette fois-ci, tout à fait. Je balaye un petit peu les remarques. On a une remarque de Charlotte Kénard de la Chambre d'agriculture qui nous dit qu'il y a un problème de terminologie dans la diapo sur la qualité de l'air extérieur et qu'il y a une terminologie écobuage qui est utilisée alors que ce n'est pas ce qui correspond. Peut-être que Madame Kénard voulait peut-être repréciser. Non, c'est juste un problème de vocabulaire, parce qu'après, le résultat est le même, hein. On est d'accord, l'écobuage, comme le brûlage des résidus d'élagage à l'air libre, émet des particules fines. C'est ça le problème. C'est juste que faut faire attention à ne pas parler d'écobuage en Bretagne, parce que sinon, il y a des gens qui vont croire qu'il y en a, alors que ce n'est pas le cas. On corrigera ça dans le Et quelle est la terminologie adaptée justement par rapport à cette combustion des résidus d'élagage?
Il y a une terminologie. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre terminologie que celle-là, le brûlage des résidus d'élagage à l'air libre, au champ, comme vous voulez. Très bien, merci. Si je ne me trompe pas, mes collègues me diront, je crois qu'il n'y a pas d'autres Non. messages au sujet, questions ou remarques au sujet de la priorité 1. Il y a une remarque d'Amélie Fromentin qui porte sur les acteurs ou associations proches qui peuvent proposer des collectivités à des collectivités. Je ne sais pas si elle veut compléter ou il veut compléter, pardon. Amélie Fromentin, si vous voulez compléter par rapport à votre proposition. A priori, la réponse a été apportée avec le lien vers l'Institut One Health. Oui, Ouais. et puis on peut aussi dire, c'est Kerseo, le nom de la structure qui déploie aussi l'outil Fresque One Health, on était passé par eux l'an dernier. Je dis Kerseo, je sais pas, j'ai un doute sur le nom, c'est ça? Non, c'est ça. Voilà. UUERCEO. Voilà, donc on peut peut-être mettre Oui. mettre leur nom aussi dans le chat, puisque c'est eux qui ont qui sont la structure porteuse pour le déploiement un peu officiel de cet outil Fresque One Health qui est né là aussi comment dire, des travaux lyonnais euh, autour du One Health. Et donc le Kerseo, c'est la boîte qui a on va dire l'habilitation un peu officielle pour le déploiement de cette fresque One Health. Mais bon, peut-être qu'il y a d'autres outils qui similaires, mais voilà. On voit l'information, ça peut vous guider aussi. Merci. On va passer à l'axe 2. Je vais à nouveau partager le diaporama. Pardon, j'ai un souci. Hop. Donc, il y a un dernier message, mais ça concerne les fresques. Marie Lecause indique qu'il y a une fresque planétaire en cours de construction. Ouais, c'est tout le problème du secteur, c'est-à-dire que on peut vite tomber sur des débats ultra conceptuels entre la santé globale, la santé planétaire, enfin voilà, faudra juste qu'on fasse gaffe de pas se perdre là-dedans. C'est pour ça que mais bon, voilà. Soit on convient qu'à un moment donné, santé planétaire, santé One Health, on considère que c'est euh, proche. Enfin, bon, voilà, il y a des spécificités, mais il faudra vite qu'on les mette sur la table. C'est l'enjeu de la culture commune aussi et du club de connaissances, c'est à dire, ben voilà, il y a des approches qui peuvent être un petit peu différentes et qu'on n'en fasse pas un problème entre nous, qu'on puisse tout de suite dire, bah, peu importe l'essentiel, faut dire ce qui est l'essentiel. Je pense qu'on aura besoin de cette étape-là aussi, effectivement. Marie Lecause est tout à fait d'accord. Voilà, c'est bien. Donc, le diaporama est relancé. Donc, l'axe 2, 3 priorités dans l'axe 2. Donc, priorité 7, c'est Iman qui présente. Oui, donc cette priorité concerne la prise en compte de la santé-environnement dans les EPCI bretons. Et ce qui a été proposé, c'est dans un premier temps une approche plutôt soutien des élus des territoires dans la réalisation d'études, de diagnostics et de baromètres santé-environnement qui aident à la réalisation de stratégies et ensuite à la mise en place d'actions sur leur territoire. Ensuite, on retrouve l'enjeu de formation des élus aussi sur la santé-environnement avec une approche axée sur les bénéfices sur la santé des populations en lien avec du coup, les actions santé-environnement et aussi les ressources qui sont disponibles pour mettre en place des actions sur leur territoire. Et enfin, on a aussi des actions donc, de soutien à la transversalité entre les politiques publiques des EPCI, donc entre différentes politiques publiques qui permettent de mettre en place des actions santé-environnement, donc en interne aux collectivités locales
et aussi en externe avec des partenaires extérieurs. Donc, voilà, l'interconnaissance de la coordination en interne et en externe. Et donc, les perspectives 2025. Donc, on poursuit les actions de mise en réseau des acteurs. Il y a eu notamment hier donc, une journée régionale CLS-PCAET, donc qui sont deux outils de politique publique de collectivités locales. Donc, les CLS plutôt axés sur les déterminants de la santé et les PCAET donc, sur l'air, l'énergie, le climat. Et l'idée était donc de créer un temps d'interconnaissance, d'échange pour faciliter les ponts entre les thématiques et donc la mise en place d'actions santé-environnement. Et il y a également donc la poursuite des cycles de visite et de partage d'expériences entre élus. On va également poursuivre l'intégration des données santé-environnement dans l'Observatoire local de l'environnement, donc qui est un observatoire qui permet de mettre à disposition des données environnementales. Donc on y intègre des données santé-environnement. Également, donc on va débuter ou continuer en tout cas, réfléchir à des modules de formation à destination des élus. Et on imagine une mise en place de cette formation santé-environnement à destination des élus en 2026. Si on passe à la prochaine. Ouais, Iman, c'est toi qui fais tout l'axe Toujours. 2. Donc, Oui. Concernant cette priorité, donc urbanisme favorable à la santé et mobilité, il y a également eu différents types d'actions. Dans un premier temps, des actions de sensibilisation et de promotion à l'urbanisme favorable à la santé, avec en accent donc, sur les bénéfices sur la santé des politiques d'aménagement et d'urbanisme. Également, la mise à disposition d'équipements qui permettent de faciliter l'accès aux mobilités douces dans les territoires. Donc des équipements, donc proposer des équipements, mais également aussi ce qui a été proposé, c'est des cours pour pouvoir mobiliser ces équipements mobilité douce. Il y a également on retrouve cette question de transversalité au sein des services des collectivités locales pour la mise en place d'actions, donc urbanisme favorable à la santé et mobilité en santé. Et puis des actions aussi de participation citoyenne qui permettent donc de mieux identifier les attentes et les besoins des habitants et de pouvoir y répondre avec des actions ciblées. En perspective 2025, il y a donc un mode d'emploi de l'ARS sur la promotion de l'UFS qui est en ligne sur le site de l'ARS, je crois, et qui est à destination des collectivités locales. Donc, il est possible de mobiliser pour sensibiliser, informer sur l'urbanisme favorable à la santé. Il y a également la poursuite de l'accompagnement des contrats locaux de santé sur la thématique et également des actions de cours d'école favorables à la santé avec la production d'outils aussi. Il y a aussi, donc en 2025, ce qui est prévu, donc c'est la production d'un document de valorisation des initiatives innovantes des collectivités locales, notamment en lien avec les mobilités. Et aussi, donc le soutien, donc ça c'est au niveau région, le soutien à la réalisation des infrastructures cyclables autour des équipements d'intérêt régionaux. Donc là, on parle surtout des lycées. Et c'est dans le cadre du plan vélo du conseil régional. Donc, on met à disposition des équipements cyclables donc à proximité des lycées. Et perspective 2026, donc de travailler autour de l'intégration de la santé dans les documents de planification donc d'urbanisme et d'aménagement à différentes échelles, à l'échelle régionale pour le SRADET par exemple, ou à l'échelle plus locale pour les SCOT et les PLUI. On peut passer à la prochaine priorité. Et donc, la priorité 9 qui concerne faire connaître et promouvoir l'impact positif de la nature sur la santé. Donc là, il n'y a pas eu de priorisation d'action. Donc voilà, là, c'est l'ensemble des actions qui ont été proposées lors de l'atelier. On a dans un premier temps des actions de communication de l'impact de la nature sur la santé à destination de différents types de professionnels, des professionnels de santé, de l'éducation nationale, des collectivités. Il y a également la question d'intégration de la thématique santé de façon plus naturelle dans les politiques d'environnement et aussi vice-versa, donc intégrer l'environnement dans les politiques de santé afin de faciliter les ponts entre les deux sujets. Ce qui a été proposé aussi, c'est de proposer des modules de formation aux soignants sur l'impact positif de la nature sur la santé
et aussi de prendre en compte cette approche-là dans les politiques, dans les actions dans les quartiers politiques de la ville. Aussi pour que ce soit proposé par les libéraux à leurs patients aussi, c'est de se rapprocher des structures d'exercice coordonnées et donc voilà, de former, de sensibiliser sur la thématique pour que ce soit mobilisé auprès des patients. Pour les perspectives 2025, il y a donc oui, c'est principalement des poursuites d'action. Donc la poursuite des actions de formation et de sensibilisation auprès des acteurs de l'éducation nationale, des collectivités et du grand public. Également, il y a ce qui est prévu, c'est donc la valorisation des expériences d'école du dehors, avec notamment un guide Comment la nature nous fait du bien et l'appel à projet de 2024 sur la thématique, ainsi que la pérennisation d'un réseau d'acteurs de l'éducation sur le sujet. On va poursuivre également l'expérimentation Prescrit Nature, qui est en lien avec les professionnels de santé, et aussi donc, poursuivre les dispositifs de PASS, classe nature et biodiversité, et classe de mer, qui sont des dispositifs en fait, qui permettent de faciliter l'accès à des séjours nature aux jeunes en milieu scolaire ou hors milieu scolaire. Voilà, pour 2025. Et les perspectives 2026, donc il est prévu de renouveler l'appel à projet, accompagner les enseignants à éduquer à et dans la nature. Donc c'est un appel à projet DREAL, Rectorat et ARS. Il y a eu beaucoup d'informations. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je crois que ces directions sont... Alors, on va passer aux questions, aux messages sur l'axe 2. Je voulais juste préciser un élément par rapport à l'Observatoire local de l'environnement dont Iman a parlé tout à l'heure. Vous aviez eu en présentation à la conférence annuelle santé-environnement le projet d'intégrer des données de santé-environnement dans l'Observatoire local de l'environnement mis à disposition par l'OEB sur leur site internet, qui permet pour rappel de faire des portraits de territoire au niveau des communes ou des EPCI. Donc on a depuis mardi alors vous aurez une info sur le site du PRSE, mais c'est tout nouveau, donc je vous le dis, depuis mardi, il y a les premières données santé-environnement qui ont été intégrées à l'OLE. Donc ça, c'est les sites ICPE et les sites et sols pollués, donc qui ont été travaillés avec la DREAL, et puis des premiers éléments sur certaines maladies chroniques en lien avec l'environnement qui ont été travaillés avec l'ORS. Donc on a les premières données santé-environnement qui se trouvent sur l'OLE depuis mardi, et tout ça va évoluer petit à petit. Il y en aura de plus en plus, déjà d'ici la fin de cette année et en 2026 également. Direction, une question de la direction santé. Je crois, est-ce que la personne qui a posé cette question peut se manifester, un petit peu développer son message, parce qu'on ne sait pas Oui, qui ça bonjour, correspond. Antoine Van Meven, je suis chargé de mission santé sur le territoire de l'Avenantrie hors communauté. C'était simplement pour, enfin, je m'inscris totalement dans les enjeux qui ont été dits, et c'était juste pour aussi rebondir, faire le lien avec le fait que la santé environnement s'intègre dans les contrats locaux de santé, et qu'en fait c'est souvent en fait, pour avoir déjà mis en place un diagnostic local santé environnement sur le territoire, c'est un sujet qui est assez, enfin voilà, il y a des sous-thématiques qui peuvent être très très techniques. Et donc, comme je voyais au tout début, c'est vrai que la base pour pouvoir parler de santé environnement avec différents services au sein d'une collectivité, c'est de s'appuyer sur un diagnostic local. Et donc, c'est vrai que parfois, enfin, d'être outillé, accompagné et avoir des outils, voilà, qui sont partagés, un listing de différentes structures ressources qui peuvent nous aider à mettre en place ce baromètre, ça pourrait être assez facilitant et utile. Donc voilà, c'était simplement pour mettre ce sujet en débat, puis avoir peut-être plus d'infos si c'est déjà existant ou non, ou si ça va se mettre en place. Et donc effectivement, après, avec ce lien PCET, santé, CLS, voilà, pour moi, c'est un enjeu aussi des contrats locaux de santé de créer du lien entre les différents plans qui peuvent agir sur le sujet. Donc voilà, c'est simplement pour mettre ce sujet en débat. Il y avait des outils, et quand on évoquait l'Observatoire local de l'environnement, je pense que voilà, ça va être un outil quand même extrêmement intéressant
en tout cas en termes d'information. Mais c'est vrai que c'est pas de l'ingénierie, c'est de l'information. En termes d'ingénierie, ouais, je ne sais pas trop comment. Parce qu'il y a pas mal d'outils et de guides qu'on met généralement en ligne sur le site PRSE. Donc, je pense que sur le site PRSE, vous pouvez accéder aussi à l'identification des ressources. Après, en termes En fait, d'ingénierie locale d'accompagnement, ça va être avec ce qui existe déjà, notamment dans le cadre des CLS. pour aller un peu plus loin dans ma pensée, c'est simplement que des fois, en fait, on a les données, mais ce qui est compliqué, c'est de bien interpréter les différentes données et D'accord. savoir, en fait, en gros, qu'est-ce que ça signifie réellement et quelle action il faut mettre en place. Parce que parfois, c'est surtout là sur la santé environnement où il faut bien s'assurer d'avoir une bonne analyse de ce qui est dit. Et parfois, à notre niveau, enfin, moi, à mon niveau, je D'accord, ne suis ok. pas certain de bien analyser les enjeux. Donc, c'est pour ça que de s'assurer de bien avoir une lisibilité, de référents qui peuvent nous accompagner à bien interpréter ces données-là. Donc, c'est pour ça que simplement avoir les données, Je c'est vois. important, mais ce ne sera pas suffisant parce qu'il faut aussi bien s'assurer de bien interpréter les différentes données et ce que ça implique en termes de santé publique. Ok, je comprends votre demande. Ça y est, ok. Bah, oui, le guide est là pour ça. Et puis, je pense que nos services, quelque part, voilà, sont aussi vos interlocuteurs, alors services de l'État, ou voilà, aussi services plus experts des services métiers de la région. Voilà, peut-être qu'il y a matière aussi à identifier effectivement une ingénierie, enfin, pas une ingénierie, mais en tout cas un espace plus local. On reste à savoir à quelle échelle pour analyser les chiffres et voir ce qu'ils vous disent. Donc, je pense que le guide, le guide diagnostic local santé-environnement, et aussi un peu un pas à pas pour. Qu'est-ce qu'on attend des données? Pas savoir Ouais. qu'est-ce qu'elles doivent évoquer, Oui, les données. Elles mais sont pas seules. il faut les croiser avec effectivement des personnes un peu compétentes qui permettent effectivement de sécuriser en fait l'analyse. Ouais. Donc, Anne Vidy disait effectivement que l'ORS, qui a participé à la construction du guide, aussi, peut ponctuellement apporter un soutien si besoin. Est-ce que vous complétez, Anne? Oui, effectivement. Alors, on l'a plus fait par le passé parce qu'on avait beaucoup de CLS qui étaient en phase de réalisation de leur diagnostic local santé-environnement et dans le cadre de la convention que l'ARS a avec l'ORS et avec la contribution aussi d'ailleurs du cancer régional, on mettait à disposition l'ORS pour apporter un petit accompagnement méthodo. Souvent, ça pouvait être juste la relecture en fait du diagnostic, justement pour apporter un peu ce regard critique sur l'interprétation des données. Donc c'est vrai que là maintenant, on a beaucoup de territoires qui ont finalisé leur diagnostic, donc on ressentait peut-être moins ce besoin, mais on pourra tout à fait le re-questionner si des besoins se présentent en ce sens. On a aussi une remarque de Monsieur Nicolas Audrin concernant les petites villes de demain. Monsieur Audrin, je vous laisse la parole si vous voulez préciser. Oui, du coup, Nicolas Audrin, moi je m'occupe du contrat local de santé à Quimper-la-Communauté. Je me suis permis de faire le petit lien parce que c'est dans mon actualité. Donc voilà, Quimperlé va accueillir la réunion nationale des petites villes de demain qui ont une thématique sur la santé cette année et sur l'urbanisme. Et voilà, cette réunion-là est composée d'élus et de chargés de projet. Et voilà, l'objectif, en fait, c'est de montrer à ces élus-là ce qui est possible de faire dans d'autres territoires, c'est de l'interconnaissance, des choses comme ça. Donc voilà. Merci. Par rapport à l'UFS, pour rebondir sur ce que disait Iman, le mode d'emploi UFS réalisé par l'ARS est bien disponible sur le site de l'ARS. Vous pouvez le retrouver sans souci. C'est vraiment un mode d'emploi à destination des collectivités qui reliste les intérêts de l'UFS et qui donne aussi des exemples d'actions UFS menées par des collectivités bretonnes. Je ne sais pas s'il y aura des actes de ces journées nationales, mais ça peut être intéressant peut-être qu'on les relaie, nous, après, sur le site du PRSE, pour aussi les mettre. Voilà, je ne sais pas ce qu'il y aura comme support, mais voilà, si vous avez la possibilité de nous relayer les documents ou les conclusions, on les partagera avec la communauté santé-environnement.
Monsieur Audrin, est-ce que vous confirmez que la direction départementale du Finistère de l'ARS a été conviée à la journée Petite Ville de demain, ou c'est vraiment entre collectivités que cette journée, ces journées ont lieu? Alors, les invitations ont été envoyées, mais il me semble que... Alors, c'est pas nous qui nous occupions de ça, mais il me semble qu'elle a été conviée, hein, si je dis Ok, pas de bêtises. Mais elle est au courant, en tout cas, l'ARS, d'accord, de la très bien. tenue de l'événement, quoi. En tout cas, effectivement, on est preneurs Oui, des, des- des comptes rendus qui se font suite. Ouais. pas de souci. Merci à vous. Ah oui, Anne a mis le mode d'emploi, le lien vers le mode d'emploi de l'UFS sur le site de l'ARS. Je crois qu'on arrive au bout des remarques et des questions de l'axe 2. Donc, on va passer aux 3 dernières priorités du PRSE et au dernier axe. Et c'est Frédéric qui va reprendre la parole sur la qualité de l'air intérieur. Oui, donc pour cet atelier donc, qui s'est penché sur la qualité de l'air intérieur, donc on a donc un certain nombre de propositions, en tout cas de nombreuses propositions qui ont été adoptées. Il y a un problème technique, je n'arrive plus à Ouais, voir la diapo. je suis en train de... Alors, c'est bon là? Ah, il y a un souci. Vous voyez pas... En plein écran peut-être, Christophe. Ouais, alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le partage, je vais relancer. Excusez-moi. Normalement, ça devrait Parfait. être mieux. C'est bon? Merci. Désolé pour ce contretemps technique. Donc, les principales propositions qui ont été adoptées dans cet atelier, donc, promouvant donc, la qualité de l'air intérieur, deux principales propositions donc, qui sont relatives d'une part à la formation et d'autre part donc à la création de réseaux d'acteurs locaux. La formation donc visant bien évidemment différents publics, dont les collectivités, agents et élus, sur la qualité de l'air intérieur, avec deux thématiques prédominantes que sont donc l'isolation et la ventilation par rapport aux problématiques donc de COV et de radon notamment. Alors, 3 publics sont visés donc dans les perspectives 2025 pour cette qualité de l'air intérieur, aussi bien sur le radon et les composés organiques volatiles, mais aussi sur les moisissures. Donc, il y a les professionnels de santé, via bien évidemment les CPTS, et les professionnels du bâtiment. Il faut souligner à ce titre-là qu'il y a un appel à projet du PRSE qui est en cours de finalisation actuellement, et puis les professionnels donc, de la petite enfance, notamment dans les établissements accueillant donc, ces jeunes enfants. 2 webinaires donc, d'information sur la réglementation radon et sur la qualité de l'air intérieur, avec une poursuite donc, du déploiement des campagnes locales de mesure du radon dans l'habitant et une poursuite donc de l'action locale précarité énergétique et santé. Au cours de cet atelier, on peut aussi citer, même si ça ne paraît pas dans les perspectives, c'est la prise en compte des publics précaires qui a été effectivement soulevée à plusieurs reprises et qui est effectivement partie donc, de l'axe transversal, donc inégalité sociale, et qui était important donc, de souligner encore une fois par rapport à cette priorité 10. On peut peut-être passer à la priorité 11, pardon. Oui, priorité 11 sur l'alimentation. Donc, dans l'atelier, on a eu deux grands sujets. On a eu le sujet de la gouvernance du sujet de l'alimentation au niveau régional et local. Donc, ça, c'est, même si on rentre dans le détail, c'est l'objectif 21 du PRSE. Et on a parlé aussi de l'objectif 22, qui est la sensibilisation à une alimentation équilibrée, saine et durable. Donc, sur le point de la gouvernance, on a eu pas mal de vote sur les propositions d'intégrer les enjeux de santé, de mieux intégrer les enjeux de santé dans les PAT et d'organiser des rencontres PAT-CLS
au niveau régional et local. Donc, par rapport à ce sujet-là, dans les perspectives 2025, on parlera tout à l'heure en fin de webinaire d'un appel à projet qui est prévu. Et donc, effectivement, on aura bien un sujet sur l'intégration d'actions santé-environnement dans les PAT. Et puis, dans les perspectives 2026, on va travailler entre la DRAF et l'ARS à une rencontre entre chargé de mission CLS et chargé de mission PAT, à l'instar de ce qu'on a fait hier entre chargé de mission CLS et chargé de mission PCAET. Sur le sujet de la sensibilisation à une alimentation équilibrée, saine et durable, on a une action qui a reçu pas mal de votes, c'est la fourniture de paniers bio pour les femmes enceintes et les très jeunes enfants. Donc c'est un sujet qui commence à se développer, qui a commencé à Strasbourg, mais qui commence à se développer un peu partout en France. En Bretagne, notamment dans certains CLS. Donc, on va avoir un travail sur cette action-là à mener cette année. Ensuite, on a eu un autre sujet qui a eu quelques votes, c'est la promotion d'une alimentation équilibrée, saine et durable, à l'attention des jeunes et notamment des étudiants. Donc là aussi, on va avoir un sujet dans l'appel à projet PRSE là-dessus, comme on verra tout à l'heure. Et donc, vous voyez d'autres éléments qui ont aussi été mis en avant sur le sujet de l'alimentation pour les scolaires, pour les personnes âgées, avec le sujet de la dénutrition. Et puis également un vote sur la suppression de la publicité pour les fast-foods dans l'espace public. Dans les perspectives, donc j'ai à peu près tout dit, à ajouter dans l'appel à projet PRSE un sujet sur l'accompagnement des établissements sanitaires et médico-sociaux dans la mise en œuvre de la loi Egalim dans leur restauration collective. Donc voilà sur l'alimentation. Et la dernière priorité, donc c'est impliquer les acteurs du système de santé en santé-environnement. Donc les éléments qui sont ressortis de l'atelier concerné, donc une formation des professionnels de santé au sujet santé-environnement dès le cursus universitaire, une cartographie des ressources et des acteurs locaux sur le sujet. Au niveau des professionnels de santé libéraux, intégrer des sujets concrets dans l'accompagnement proposé, donc sur des prescriptions médicamenteuses, l'alimentation, les déplacements des patients, aussi des éléments qui étaient mis en avant sur la démarche des éco-soins, notamment la meilleure gestion des médicaments, sur les prescriptions de nature dont on a déjà parlé, des jardins thérapeutiques dans les EHPAD, là on a un lien avec la nature bien-être dont on a déjà parlé tout à l'heure aussi, les cabinets éco-responsables, donc ça on vient d'aborder le sujet, et puis l'intérêt de conférences pluridisciplinaires comme la CASE, mais plutôt sur la santé-environnement et le système de santé. On a aussi des points sur la formation de tous les professionnels de santé, à l'instar de ce qui est fait pour les aides-soignantes sur la santé-environnement, et puis renaturer les espaces de l'hôpital. On revient sur l'impact positif de la nature sur la santé. Donc, sur les perspectives 2025, donc au niveau de la poursuite et le confort, conforter le travail du réseau de la transition énergétique et écologique en santé. Donc ça, c'est un travail qu'on va continuer cette année avec la co-construction d'actions avec les médecins libéraux. À noter qu'il y aura un séminaire sur l'éco-conception des soins en fin d'année. On a un travail qu'on va poursuivre cette année sur l'engagement des maternités dans la santé-environnement. Donc, il y aura un sujet dans l'appel à projet dont on va parler tout à l'heure. On va toujours, bien sûr, travailler sur le développement, le déploiement du dispositif de conseiller médical en environnement intérieur, dont vous avez une présentation à la conférence annuelle à Saint-Brieuc, et toujours également le Centre régional des pathologies professionnelles et environnementales, le CRPPE, qui se trouve au CHU de Rennes et au CHU de Brest. Donc, on va continuer le travail avec ce centre. Et puis, effectivement, recommuniquer auprès des universités, des instituts de formation, notamment des professionnels de santé, sur les outils disponibles. Les perspectives 2026, c'est étudier la possibilité d'étendre l'accompagnement qui était proposé aux instituts de formation d'aide-soignantes à d'autres filières, et puis également accompagner l'exercice coordonné des professionnels de santé libéraux, donc les maisons de santé, les CPTS, dans la mise en œuvre d'actions de prévention en santé et environnement. Donc plein de sujets santé-environnement prévus sur le système de santé dans les années à venir.
on va passer aux questions et aux remarques pour les priorités 10 à 12. On a une remarque de Madame Cécile Dolo de l'assurance maladie. Si vous voulez prendre la parole pour expliciter ce que vous avez mentionné par écrit. Oui, bonjour. C'était juste pour, je ne sais pas si on avait eu l'occasion de donner cette information lors de la conférence d'avril, c'est que l'assurance maladie donc investit le sujet santé environnement vraiment cette année-là, c'est le déploiement. Donc bien sûr dans les instances conventionnelles et une campagne qui est menée depuis le mois de juin et qui va perdurer jusqu'à l'année prochaine pour sensibiliser du coup les médecins généralistes. On commence par les médecins généralistes, on ira vers d'autres professionnels de santé ensuite. On commence par une thématique qui sont les perturbateurs endocriniens et notamment les phtalates. Et on a quand même un public un peu ciblé, ce seront les parents et futurs parents de jeunes enfants. Donc voilà, c'était juste pour mentionner cette action qui démarre. Oui, il faut qu'on prenne ça en compte aussi, effectivement. Ouais. Et dans les 4 départements, hein, Cécile, oui. Oui, dans les 4 Oui. c'est une action nationale, c'est donc dans les 4 départements. Et puis du coup, on travaille aussi avec vos services côté ARS pour essayer de compléter cette campagne avec des informations qui sont plus régionales. D'accord. Et est-ce qu'on peut imaginer, pour voir un peu le type d'information qui est passée, là aussi d'avoir un petit peu les documents supports, peut-être les partager aussi sur le site Bretagne PRSE, ce qui permet à tous de voir quel type d'informations vont être, voilà, et de pouvoir aussi l'évoquer plus facilement en relais, en ayant vu la manière dont c'est fait. Je ne sais pas si c'est envisageable ou pas. On ne pourra pas communiquer les supports internes, mais on peut peut-être faire une petite fiche de présentation de l'action. J'ai commencé à préparer pour vous, donc on pourra. Et le type de message, est-ce qu'ils sont orientés vers des sites de ressources type les 1000 premiers jours ou autres? Enfin, voilà, ça peut être intéressant oui, tout à fait. Voilà, tu vois, c'est ça. Complètement. Merci. Tout à fait. Ben, je vous partagerai ça. Il y a Monsieur Marc-Antoine Potin qui a levé la main. On vous laisse la parole. Si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Oui, Marc-Antoine Potin, donc de l'URPS Kiné. Et je rentrais juste effectivement de la réunion inter-URPS sur les éco-soins, où il y a effectivement aussi plein de projets intéressants. Et donc, je pense qu'à développer ensemble avec l'ARS, juste voilà, pour signaler qu'on rame tous dans le même sens et qu'il faut mutualiser les énergies comme on le fait là, et je trouve ça très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions ou remarques? Vous pouvez lever la main si vous voulez sur cette dernière axe, l'axe 3 du PRSE. Je crois que c'est terminé au niveau des questions et des remarques. On va passer à un petit point sur les ambitions transversales qui ont été abordées dans les différents ateliers de la conférence annuelle santé-environnement. Donc, vous avez vu en introduction présentée par Anser que chaque atelier, on avait réparti les ambitions transversales dans différents ateliers et on avait effectivement des experts, des grands témoins qui sont intervenus et à qui on va redonner la parole aujourd'hui pour nous faire un petit retour très rapide, même s'il y en avait déjà eu un à chaud le jour de la conférence, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas là et peut-être qu'il y a des qui n'étaient pas à la conférence qui sont là aujourd'hui et il y a peut-être des éléments qui ont mûri depuis. Donc pour l'ambition transversale One Health, Madame Le Formal, vous voulez je me sens ambassadrice qu'experte. On a dans notre région d'autres personnes ressources qui sont plus expertes et qu'on mobilisera. Mais à vrai dire, je n'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qui a été dit lors de la restitution par Iman de l'atelier. Et voilà, ce que je dis à l'issue sur ce qui me semble prioritaire dans la construction d'un socle commun, dans une culture commune, et puis
des outils, l'outil de la fresque One Health, on en a parlé. Je pense que l'intérêt, c'est aussi de prendre des sujets très concrets dans lesquels on est déjà engagé et ensuite de pouvoir les travailler en mode One Health, c'est-à-dire en ayant un regard global sur le vivant, que ce soit la santé de l'homme, que ce soit la santé animale ou la santé des écosystèmes. Je le disais, on commence à le faire via le comité grippe zoonotique. D'autres thèmes avaient émergé. Voilà, est-ce que les algues vertes, ça peut s'y prêter? Est-ce que autour du moustique tigre, autour de la maladie de Lyme, voilà, il y a pas mal de thèmes qui sont un peu dans le périmètre de nos discussions qui peuvent se prêter à déployer l'approche One Health. Donc, on va rester là-dessus. Ça reste, on voit bien, hein, on a plusieurs entrées dans différentes priorités du PRSE et je crois qu'on va être très pragmatique quand même dans cette approche, mais en essayant de cranter les choses. Je ne vais pas aller plus loin dans ce que j'ai à dire ce matin sur ce sujet-là. Merci. Sur le changement climatique, je propose à Anne Rouet-Le Gall de nous faire un petit point, puisqu'elle était présente à la conférence santé-environnement dans les ateliers sur le sujet. Oui, merci Christophe. Donc, Anne Rouet-Le Gall, de l'EHESP, donc l'École nationale de santé publique à Rennes, mais également membre du Haut Conseil breton pour le climat. Et effectivement, du coup, j'avais fait mon retour aussi en synthèse de la journée. Peut-être ici rappeler un certain nombre d'éléments clés qui avaient été introduits et qu'on rappelle au nom du Haut Conseil dans différentes instances. Et pas plus tard qu'hier aussi, j'intervenais justement sur la rencontre climat-santé organisée par Braise Alec autour de ces enjeux de façon un peu plus approfondie. Peut-être les messages clés qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que du coup, on sait que le changement climatique est vraiment du coup sur une trajectoire de réchauffement qui vont se traduire par une augmentation des événements extrêmes plus fréquents et plus intenses et qui se manifestent en Bretagne. Rappelez vraiment que le changement climatique, c'est un contexte, que ce n'est pas un risque spécifique, mais vraiment un exacerbateur des risques, notamment des risques sanitaires existants. Et en ce sens, il est important de pouvoir traiter cette question du changement climatique, en tout cas de l'intégrer ou de le penser dans toutes les actions, de toutes les priorités qui ont été présentées ici. Et ce que j'avais suggéré notamment lors de la synthèse, c'est notamment d'amener en fait les personnes qui déposaient des actions ou qui présentaient leurs actions de réfléchir à comment ces actions participent aux stratégies d'atténuation et d'adaptation qui sont aujourd'hui des enjeux majeurs de la région Bretagne et qui doit engager l'ensemble des acteurs du territoire, que vous êtes tous ici, les partenaires du PRSE, et le fait de pouvoir exprimer ou de rédiger aussi ces explications, adaptation, atténuation, ça participe à l'acculturation. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un des premiers points importants. Important aussi par rapport peut-être, Nathalie Leformal, ce que vous disiez aussi sur l'importance de la co-construction de la culture commune, d'une doctrine commune autour de One Health. Je pense que c'est vraiment important d'y intégrer la réflexion autour des enjeux changement climatique. Donc, on a besoin de s'acculturer sur le One Health qui nécessite en fait de bien comprendre les principes de cette approche qui sont la reconnaissance de l'interconnexion entre les santé humaines, végétales, animales, des écosystèmes de façon générale, ce qui nous demande, nous, de pouvoir mobiliser des approches plus systémiques, donc questionner les impacts. Et le deuxième point sous-entendu de cette approche, c'est vraiment la nécessité de la collaboration intersectorielle et interdisciplinaire, mais ça aussi, ça a été rappelé, et c'est mis aussi dans les perspectives, l'importance de poursuivre les actions de mise en réseau des acteurs, d'avoir ces temps d'échange tels qu'on a aujourd'hui pour pouvoir justement opérer cette interconnexion et bien tenir compte de tous les enjeux en intégrant les enjeux du changement climatique. Et peut-être dernier point, c'est aussi peut-être à intégrer dans les réflexions autour du One Health, changement climatique, c'est se familiariser avec l'approche par les co-bénéfices, parce qu'on montre en fait on voit bien qu'il y a de nombreux co-bénéfices pour la santé des populations ou les santé de façon générale qui découlent ou pourraient découler des politiques d'atténuation et d'adaptation liées à l'environnement. Donc voilà, c'est vraiment ces messages.
Et donc, je sais qu'on continue à être en lien comme PRSE, HCBC, et du coup de réfléchir à voir comment finalement on pourrait en tout cas accompagner un certain nombre d'acteurs du territoire à travers les actions pour aider à formuler, expliciter, argumenter comment les actions s'intègrent dans des actions d'adaptation et d'atténuation. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Je voulais juste repréciser par rapport au sujet du changement climatique que le Conseil régional, alors je ne sais pas exactement le terme exact, mais anime, pilote la stratégie régionale de l'adaptation au changement climatique, la SRAC, qui est en phase de travail et notamment il va y avoir des groupes de travail qui vont se réunir dans l'année à venir, fin 2025, début 2026, sur le sujet de l'adaptation au changement climatique de la Bretagne. Et donc, on a souhaité que le PRSE, et en tout cas les représentants du PRSE, soient intégrés aux différents GT de la SRAC pour mettre de la santé-environnement un peu partout. Donc, il y aura un GT système de santé, hein, puisqu'on a un point important sur l'atténuation et l'adaptation au changement climatique dans le cadre du système de santé. Mais on a aussi souhaité que dans les autres GT de la SRAC, sur l'eau, sur l'urbanisme, sur l'agriculture, qu'on ait des représentants du PRSE qui soient inscrits. Donc, c'est un travail qui est en cours et qui correspond bien à l'interconnaissance, l'échange sur le sujet de la santé, de l'environnement et du changement climatique. Oui, Anne, je te repasse la parole, tu as le glin. Non, tout à fait. Merci Christophe pour la précision. Dire aussi que le Haut Conseil breton pour le climat est aussi en lien avec tout ça, donc on garde bien ça aussi en tête. Peut-être une précision aussi pour rebondir sur l'intervention de Madame Dolo de l'assurance maladie. Je trouve que votre initiative est extrêmement intéressante auprès des médecins généralistes et ce serait vraiment intéressant aussi de pouvoir voir comment on pourrait aussi intégrer les questions d'acculturation aux enjeux sanitaires du changement climatique, parce qu'on sait que les professionnels de santé, notamment les médecins, ont un rôle majeur à jouer dans les transformations ou l'activation au niveau des collectivités, puisque ce sont des acteurs de confiance auprès des patients. Donc, il y a pas mal de messages qu'on peut faire. On a commencé ici en interne à faire des interventions auprès des internes de santé publique en faculté, et on voit bien justement tout l'enjeu qui nous reste à faire aussi sur les acculturés pour qu'ils puissent prendre part en fait à l'action concrète auprès des patients et même des collectivités, puisque là aussi, ils ont un rôle d'écoute particulièrement intéressant et ça peut être un très, très bon levier d'accélération des transformations aussi sur ces enjeux liés au réchauffement climatique qui, aujourd'hui, est encore relatif, mais vu les trajectoires, il y a vraiment urgence à s'y préparer et dès maintenant. Et toutes les actions que vous présentez, il y a énormément de potentiel, donc on est plutôt sur, en tout cas, j'espère, la bonne voie. Merci. Merci. On va passer à la dernière ambition transversale, donc la lutte contre les inégalités sociales de santé. Donc, c'était la commissaire à la lutte contre la pauvreté, Claire Muslek-Cabouche, qui était présente à la conférence annuelle Santé-Environnement pour suivre ce sujet. Donc, elle est absente aujourd'hui. Donc, c'est Mathieu Combeau du SGAR qui va faire un retour sur le sujet en lien avec Claire Muslek-Cabouche, avec qui il a échangé là-dessus. Mathieu? Oui, merci beaucoup Christophe et je vous prie effectivement d'excuser la commissaire. Donc, comme vous le savez, il y a 2 ateliers lors de la CAS qui ont permis d'aborder cette question des inégalités sociales de santé. C'est un axe du PRSE qui est particulièrement important pour assurer la pertinence des mesures du plan, pour assurer la bonne conception des actions et leur appropriation par les ménages modestes. Alors, ces 2 ateliers, ils ont permis d'échanger sur la manière d'évaluer les conséquences des actions qui sont proposées sur ces ménages modestes, et puis aussi d'échanger sur l'accompagnement de ces ménages lorsqu'on déploie les politiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est apparu qu'il y avait déjà, dans certains cas, une bonne prise en compte de ces sujets. Et puis, dans d'autres cas, il y avait un travail plus important à fournir pour réussir à mieux travailler ces questions de l'évaluation de l'impact et puis de l'accompagnement des ménages modestes. Les ateliers, ils ont aussi permis d'aborder une autre question, celle de l'association des ménages modestes à la conception des politiques de santé-environnement. Et ça, c'est un axe qui nécessite d'être travaillé à l'avenir. Donc voilà, globalement, le message que souhaitait vous faire passer la commissaire, c'est que ces ateliers ont permis d'amorcer des réflexions et qu'il est nécessaire et très intéressant de les poursuivre dans les prochains mois. Et je ne serai pas plus long.
Merci Mathieu pour ce retour sur la lutte contre les inégalités sociales de santé. On va passer à la dernière partie de notre webinaire qui est les suites à donner aux ateliers d'orientation notamment. Donc je vais vous partager à nouveau le diaporama. J'espère que ça va mieux aller que tout à l'heure. Parfait. Et ça vient de passer la diapositive, voilà. Ouais, c'est ça. Du coup, ça bloque. Alors, ouais, effectivement, ça bloque. Ça- Tu l'avais pas caché, ça vient. Voilà, là est-ce que c'est bon? Ça marche? Très bien. Donc, comme vous avez pu le voir dans les diapositives qui vous ont été présentées pour chaque priorité, les perspectives 2025 rendaient compte de certains nombres d'actions poursuivies ou en cours, ou déjà lancées, on va dire, dans le cadre de conventionnement interne, de politiques publiques déjà développées. Mais l'intérêt aussi de ces ateliers, on l'a bien présenté comme tel, était de conforter ou de voir émerger certains sujets qui pourraient faire l'objet, puisqu'une enveloppe financière avait été conservée dans ce cadre-là, d'un appel à projet pouvant faire remonter des actions donc, issues d'une stratégie ou en tout cas de priorités qu'on aurait identifiées. Donc, c'est l'objet de cette diapositive. Alors, l'appel à projet, ce n'est pas évidemment le seul outil, mais c'est un outil qui permet de porter des actions qui vont dans le sens des ambitions du PRSE 4. Des financements donc, qui sont portés par les 3 copilotes et sous l'égide de la préfecture, on a l'ADRA et la DRAF. Les thématiques qui ont été donc à ce stade identifiées et ont été évoquées aussi dans les diapositives. Alors, c'est un hasard, mais finalement, ça, ce sont les priorités 10, 11 et 12. Mais bon, comme je redis, ça ne veut pas dire que dans les autres priorités, il n'y a pas d'action, mais par ailleurs, les sujets qui ont émergé sont venus conforter ce qu'on avait déjà identifié ou des actions qui sont déjà portées dans d'autres fonctionnements ou structures ou instances. Donc, ces trois grandes thématiques, ce sont celles de donc, la qualité de l'air intérieur, avec un axe plutôt professionnel du bâtiment, sensibilisation des professionnels du bâtiment, un axe plus important, une thématique plus importante sur l'alimentation, avec 3 volets. Un volet donc restauration collective pour favoriser, accompagner les établissements de santé et médico-sociaux dans la mise en œuvre de la loi Egalim. Des actions, la mise en œuvre d'actions santé-environnement aussi dans le cadre des projets alimentaires territoriaux et également la mise en œuvre d'actions de nutrition, santé à destination des jeunes. Et puis enfin, une autre thématique qui ferait l'objet de ce cahier des charges de l'appel à projet, la prochaine appel à projet concernant la santé environnementale portée dans le cadre du système de santé. Donc on serait dans la continuité d'actions qui ont été menées d'accompagnement, à la suite d'accompagnement des maternités pour les encourager à continuer à poursuivre dans de nouveaux sujets les enjeux santé environnement au sein de leur activité. Voilà, donc on pourra y revenir aussi, mais concrétiser dans quelle manière on pourrait porter quelques questions peut-être clés, mais il sera évidemment important qu'on inscrive dans ce cahier des charges le fait que ces actions devront finalement décrire en quoi elles vont contribuer aux différents enjeux transversaux qu'on vient d'évoquer juste avant. Et ça fera c'est un point fort qu'on a dans le cadre des appels à projets comme dans d'autres cadres conventionnels, mais il faudra effectivement qu'on inscrive peut-être de manière plus précise. La temporalité donc, de l'appel à projet, ça va être assez court. Là, on est dans un calendrier assez serré pour pouvoir lancer aussi, pour que les actions puissent se lancer pas trop tard dans l'année. Ça sera, alors on le regrette, mais on n'a pas trop le choix, une temporalité entre mi-juillet et mi-septembre. Voilà, pour donc une mise en œuvre, comme je le disais, fin septembre.
On essaiera peut-être de ne pas garder cette temporalité pour les années à venir si on reconduit ce type d'appel à projet, mais bon, là, on n'a pas vraiment eu le choix. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je passe ça. Même des remarques, des réactions. Voilà, on arrive à la fin du webinaire, mais là, on est disposé bien sûr à répondre à vos questions, notamment sur les suites données et sur cet appel à projet avant de clôturer. Je vais arrêter le partage. Et on est à votre disposition si vous avez des questions. Avant qu'on se quitte. Peut-être dire où seront préciser où les candidats potentiels trouveront les cahiers des charges. Oh, de toute façon, ça sera sur le site du PRSE, ça c'est de sûr. quand, ça peut être À compter de mi-juillet, on n'a pas encore de date précise. Pardon. Ah, c'est-à-dire j'avais que les compris gens sur qui l'appel à voudraient- projet. Oui, mais justement, les gens qui voudraient candidater à l'un ou l'autre des sous, enfin, dans le cadre de l'appel à projet sur l'un ou l'autre des thèmes, Ouais. où est-ce qu'ils trouvent le cahier des charges? Voilà, c'était ça. Ça sera sur le site internet du PRSE. C'est ça. Et à compter de Courant juillet, ouais, c'est ça. A priori mi-juillet, on va voir comment on avance dans nos travaux là-dessus. Au plus tard mi-juillet, et en sachant que il y aura un message d'info qui sera envoyé à toute la communauté santé-environnement pour préciser le lien. C'est ça, et à partager entre vous, quoi. Et puis oui, voilà, effectivement, la temporalité n'est pas idéale, mais on n'a pas eu le choix. Pas de remarques dans le chat sur le sujet. Fini plus tôt que prévu, hein, on avait prévu jusqu'à midi, finalement, on va clôturer à 11h30, ce qui n'est pas forcément désagréable. Donc, je ne sais pas si les collègues copilotes du conseil régional, de la DRAV, de l'ADREAL ou du SGAR veulent ajouter un point de conclusion. Sinon, on va se quitter. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, parce que c'est vrai qu'on a eu le parti pris quand même d'un PRSE 4 très large et qui croise beaucoup de politiques publiques. Donc, c'est vrai que c'est pas simple, mais là, je trouve qu'on a quand même réussi à faire, voilà, à construire une espèce de feuille de route quand même, 25-26. Voilà, et elle ressortait bien des différentes diapos. On l'appelle à la projet, on sait que beaucoup des acteurs de terrain sont très en attente aussi de ces opportunités de déposer des dossiers, même si c'est parfois un peu paradoxal parce que les appels à projets sont aussi un peu décriés parce que parfois ils génèrent du temps de construction des projets avec pas toujours au bout l'accord des autorités et le financement. Mais bon, voilà, moi je trouve que la restitution des ateliers a quand même permis de tracer des perspectives et a fortiori avec je redis, avec un PRSE 4 qui est très large, c'était important qu'on construise ensemble ce chemin et je trouve que voilà, on a quand même réussi à le faire. Donc un grand merci à tous et puis on va continuer avec la même énergie à porter ce PRSE 4. Voilà pour l'ARS, moi ce que je souhaitais dire en fin de réunion. Et si on est toujours à votre disposition sur la balle ARS Bretagne PRSE, l'ensemble du COTEC du PRSE et des copilotes sont à votre disposition via cette boîte mail si vous avez des questions, des remarques. Et bien sûr, on vous enverra donc dans les jours à venir le lien vers l'enregistrement de ce webinaire et puis les diaporamas associés. Mathieu Combeau et Delphine Alexandre veulent redire un petit mot pour clore. Non, pour ma part, je pense que vous avez tout dit et simplement vous remercier pour votre participation à ce webinaire. Moi aussi, je vous remercie extrêmement vivement pour toute cette participation extrêmement large, extrêmement productive, avec une feuille de route qui devrait être ambitieuse à l'image de ce que vous avez apporté au sein des groupes du comité d'orientation, des groupes de travail ou du webinaire. Donc, merci infiniment pour cette participation et cette énergie au service de la santé des Bretonnes et des Bretons. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, Au revoir, au revoir. bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.
Au revoir, merci. Au revoir, merci.